Sophie peut marcher et voir, mais sa fiancée l'en empêche, dit le jeune sans-abri. François Leclerc tenait fermement les bras du fauteuil roulant tout en poussant sa fille Sophie dans le parc. À 52 ans, l'entrepreneur à succès de Lyon portait une douleur qui ne semblait jamais diminuer depuis l'accident qui avait changé à jamais la vie de son unique fille. Mais lorsque le jeune de la rue apparut devant eux, pointant directement du doigt Sophie, François sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Le garçon ne devait pas avoir plus de 15 ans, avec des vêtements sales et une vieille casquette sur la tête. Mais ses yeux brillaient d'une détermination qui l'intrigua. « Monsieur, votre fille peut marcher et voir, mais votre fiancé l'en empêche », dit le garçon d'une voix ferme qui coupa le silence de la fin d'après-midi. Françoise arrêta immédiatement de pousser le fauteuil. Sophie, qui était toujours silencieuse derrière les lunettes noires qu'elle portait depuis l'accident, sembla se recroqueviller davantage dans son siège. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda François, sentant son cœur s'accélérer. « Je sais que cela semble fou, monsieur, mais je vois des choses. J'observe les gens. Et votre fille, elle n'est pas ce qu'elle paraît, » continua le garçon en regardant directement Sophie, qui gardait la tête basse. « Tu dis des bêtises, gamin. Ma fille a eu un accident il y a 2 ans. Les médecins ont tout confirmé, » répondit François. Mais quelque chose dans sa voix trahit un doute qu'il ne voulait pas admettre. Le garçon s'approcha, baissant la voix comme s'il partageait un secret. « Elle s'appelle Sophie, n'est-ce pas? Sophie Leclerc. Je le sais parce que je vis dans la rue derrière votre immeuble, et il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur la personne qui vit chez vous. » François eut un frisson. Comment ce garçon connaissait-il le nom de sa fille? Comment savait-il où il vivait? « Écoute-moi bien, » commença François, mais Mathieu l'interrompit. « La femme que vous allez épouser, Valérie, elle n'est pas celle que vous croyez, et votre fille paye le prix fort pour cela. » Sophie fit un mouvement brusque dans le fauteuil, et François le remarqua. Pour la première fois depuis des mois, elle avait réagi à quelque chose que quelqu'un avait dit. « Sophie !» François s'agenouilla devant le fauteuil. « Ma fille, que se passe-t-il » Mais Sophie ne fit que secouer la tête négativement, comme elle le faisait toujours lorsqu'il essayait de lui parler de quoi que ce soit lié à l'accident. Mathieu regarda autour du parc, comme s'il vérifiait si quelqu'un les observait. « Monsieur, pouvez-vous me donner 5 minutes ?»« Seulement 5 minutes pour vous expliquer ce que j'ai vu. Si après ça vous voulez appeler la sécurité, je comprendrai, mais votre fille a besoin de votre aide. » François regarda Sophie, qui restait immobile. Quelque chose dans le ton de voix du garçon le fit douter. En 2 ans, depuis l'accident, personne n'avait parlé avec une telle certitude au sujet de sa fille. Tous les médecins, thérapeutes, même Valérie, parlaient toujours avec ce ton de pitié qu'il avait appris à haïr. « 5 minutes, » dit finalement François. « Mais si tu mens… »« Je ne mens pas, monsieur. Je le jure sur la mémoire de ma mère, » dit Mathieu. Et quelque chose dans sa façon de parler fit que François le crut, du moins pour l'instant. Mathieu regarda à nouveau Sophie avant de continuer. « Vous souvenez-vous de la nuit de l'accident? Elle rentrait d'où? »« De chez une amie. Elle allait toujours là-bas pour étudier, » répondit François automatiquement. C'était une histoire qu'il avait racontée tant de fois qu'elle sortait naturellement. Et qui a confirmé cela? Qui a dit qu'elle était chez son amie? François s'arrêta pour réfléchir. En réalité, celle qui avait raconté toute l'histoire était Valérie. Sophie était inconsciente lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital et, à son réveil, elle ne pouvait pas parler de ce qui s'était passé. Valérie me l'a raconté. Elle connaissait mieux la routine de Sophie que moi à cette époque, dit François. Mais sa voix sonna moins convaincante qu'il l'aurait souhaité. Et vous avez parlé avec cette amie, avec ses parents, avec quelqu'un qui aurait pu confirmer que Sophie était là ce jour-là. François sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dans la confusion de l'accident, avec Sophie luttant pour sa vie à l'hôpital, il avait fait entièrement confiance à Valérie pour gérer ces détails. C'était elle qui avait parlé à l'école, aux médecins, à tout le monde. Il était tellement désespéré qu'il n'avait même pas posé de questions. « Je n'ai pas », bégaya François. « Et il y a plus. Vous êtes-vous déjà rendu compte que votre fille n'est comme ça que lorsque Valérie est proche, qu'elle ne porte les lunettes noires que lorsque cette femme est à la maison ?» François eut l'impression que quelqu'un lui avait jeté de l'eau froide au visage. Ces derniers mois, il avait tellement travaillé pour payer les factures médicales qu'il n'était presque jamais à la maison. Quand il y était, Valérie était toujours là aussi, s'occupant de Sophie. « Tu suggères que… » François ne put terminer sa phrase. « Je vous dis que votre fille a peur, très peur, et que la femme qui va se marier avec vous la semaine prochaine en sait beaucoup plus sur l'accident qu'elle ne le dit. » Sophie fit un autre mouvement dans le fauteuil, cette fois plus visible. François remarqua qu'elle tremblait. « Sophie, ma fille !» François s'agenouilla à nouveau devant elle. « S'il y a quelque chose que tu veux me dire, n'importe quoi,
Je te protégerai, je te le promets. » Pendant un instant, Sophie sembla sur le point de parler. Ses lèvres bougèrent légèrement derrière les lunettes noires, mais elle secoua ensuite la tête avec force et se recroquevilla à nouveau dans le fauteuil. Mathieu s'approcha encore plus. « Monsieur, votre fille essaie de vous protéger. Elle pense que si elle dit la vérité, quelque chose de mal va arriver, et elle a peut-être raison. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Valérie n'est pas seulement une femme intéressée, monsieur. Elle est dangereuse, et elle a beaucoup à perdre si la vérité sur l'accident éclate. » François sentit une colère commencer à monter dans sa poitrine. Colère contre lui-même pour avoir été potentiellement trompé, colère contre Valérie si ce que disait le garçon était vrai, et colère contre toute la situation. « Peux-tu prouver ce que tu dis ?» Mathieu hésita un instant. « Je peux vous montrer certaines choses, mais vous allez devoir me faire confiance, et surtout, vous allez devoir faire en sorte que votre fille vous fasse à nouveau confiance. » François regarda Sophie, qui restait immobile dans le fauteuil. Pour la première fois en 2 ans, il se permit de remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'accident. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'abord, vous devez éloigner Valérie de Sophie pendant un certain temps, inventer une excuse, n'importe quoi. Votre fille ne dira jamais la vérité tant qu'elle aura peur. Et ensuite, je vous montrerai où j'ai vu votre fille 3 jours après le soi-disant accident, et vous découvrirez que tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans était un mensonge très bien construit. » Mathieu s'arrêta de parler et regarda directement François dans les yeux. « Mais je dois vous avertir d'une chose. Si ce que je soupçonne est vrai, votre fiancée a fait bien plus que simplement vous tromper. Elle a détruit la vie de votre fille par pure méchanceté, et elle est prête à tout pour que la vérité n'éclate jamais. » François eut l'impression d'être au bord d'un précipice. Tout ce en quoi il avait cru au cours des 2 dernières années était remis en question par un enfant de la rue qu'il ne connaissait même pas. Mais quelque chose au fond de son cœur lui disait que Mathieu disait la vérité. « Comment savoir si je peux te faire confiance ?» Mathieu sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. « Parce que je n'ai rien à gagner à cela, monsieur. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux rien de vous. Je veux juste qu'une bonne enfant cesse de souffrir à cause d'une mauvaise femme. » François regarda Sophie une fois de plus. Elle avait cessé de trembler, mais gardait toujours la tête basse. « Très bien, » dit François. « Je vais faire ce que tu me demandes, mais si tu mens, si tu joues avec la douleur de ma famille, je ne plaisante pas, monsieur. Malheureusement, je ne plaisante pas. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout, vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. » François poussa le fauteuil de Sophie en silence pendant le reste du chemin jusqu'à la voiture. Son esprit était confus, rempli de questions auxquelles il ne savait pas comment répondre. Mathieu avait demandé qu'ils se revoient le lendemain dans le même parc, mais cette fois sans Valérie à proximité. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Valérie les attendait à la porte, comme elle le faisait toujours. À 35 ans, c'était une belle femme, avec des cheveux blonds toujours bien coiffés et un sourire que François trouvait réconfortant. Mais à ce moment-là, en la regardant, il sentit une étrange sensation dans son estomac. « Comment s'est passée la promenade ?» demanda Valérie en embrassant François sur la joue et en s'agenouillant pour caresser les cheveux de Sophie. François remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais perçu auparavant. Sophie se recroquevilla légèrement lorsque Valérie la toucha. « C'était bien », répondit François, observant la réaction de sa fille avec plus d'attention. « Sophie, chérie, tu as l'air fatiguée. Que dirais-tu si je t'aidais à prendre un bain puis tu te reposerais un peu ?» dit Valérie avec cette voix douce qu'elle utilisait toujours avec Sophie. « En fait, » interrompit François, « j'ai pensé passer plus de temps avec Sophie aujourd'hui. Cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé juste tous les deux. » Valérie s'arrêta à mi-mouvement et regarda François avec une expression qu'il ne put déchiffrer. « Oh, c'est bien. Mais tu sais comment elle est lorsque la routine change. »« Peut-être vaut-il mieux garder les choses comme elles ont toujours été, » dit-elle. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait forcé. « Non, je crois qu'il est temps que je passe plus de temps avec ma fille, » insista François, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. Valérie sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, mon amour. Je pensais juste au bien-être de Sophie. Tu sais à quel point je m'inquiète pour elle ?» François poussa le fauteuil de Sophie jusqu'à sa chambre. C'était une grande pièce, avec un lit spécial et divers équipements que les médecins avaient recommandés. Mais en regardant maintenant, François remarqua que cela ressemblait plus à une chambre d'hôpital qu'à la chambre d'une adolescente de 17 ans. « Sophie, » dit-il en fermant la porte derrière eux, « je veux que tu saches que tu peux me faire confiance. S'il y a quelque chose, n'importe quoi que tu veuilles me dire, je te protégerai. » Sophie garda le silence.
Mais François vit qu'elle écoutait. Ce garçon que nous avons rencontré aujourd'hui a dit certaines choses qui m'ont fait réfléchir sur l'accident, sur tout ce qui s'est passé après. Sophie fit un mouvement brusque de la tête, comme si elle essayait de dire non. Mais François continua. Ma fille, je sais que quelque chose ne va pas. Je suis ton père. Je te connais depuis ta naissance. Et même après l'accident, je te connais toujours. Je sais quand tu as peur, je sais quand tu es triste, et je sais quand tu caches quelque chose. François s'agenouilla devant le fauteuil de Sophie et lui prit doucement les mains. Est-ce que tu caches quelque chose, n'est-ce pas? Pendant un long moment, Sophie resta immobile. Puis, très lentement, elle fit un petit mouvement de la tête, un mouvement presque imperceptible, mais que François remarqua clairement. Elle avait hoché la tête. François sentit son cœur s'accélérer. « Peux-tu me le dire, Sophie? Quoi que ce soit, je te protégerai. Je te le promets. » Sophie retira une de ses mains de la sienne et pointa lentement la porte de la chambre. Puis elle fit un geste de la main à la hauteur de son cou, comme si elle était étouffée. François comprit immédiatement. Sophie avait peur de Valérie et essayait de dire que Valérie la menaçait d'une manière ou d'une autre. « Elle t'a dit que tu ne pouvais pas me parler ?» demanda François à voix basse. Sophie fit un autre petit mouvement de la tête, hochant la tête. « Et l'accident? Il y a quelque chose à propos de l'accident qu'elle ne veut pas que je sache ?» Cette fois, Sophie hocha la tête avec plus de fermeté. François sentit un mélange de colère et de soulagement. Colère parce que sa fille avait souffert en silence pendant 2 ans, et soulagement parce qu'il commençait enfin à comprendre ce qui se passait. « Très bien, ma fille. Je vais découvrir la vérité, mais en attendant, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça ?» Sophie leva finalement la tête et, pour la première fois depuis longtemps, François vit sa fille le regarder réellement. Même derrière les lunettes noires, il pouvait sentir qu'elle le regardait dans les yeux. Elle hocha la tête. Cette nuit-là, François put à peine dormir. Il resta allongé à côté de Valérie, feignant de dormir, mais observant chacun de ses mouvements. 2 fois pendant la nuit, elle se leva et quitta la chambre. François la suivit discrètement et vit qu'elle se dirigeait vers la chambre de Sophie. Que faisait-elle là, au milieu de la nuit? Le lendemain matin, François inventa une excuse pour devoir travailler à la maison et dit qu'il n'avait pas besoin que Valérie reste pour s'occuper de Sophie. « Mais mon amour, tu sais que je m'occupe toujours d'elle quand tu travailles, » protesta Valérie. « Je le sais, et je t'en suis très reconnaissant. Mais aujourd'hui, je veux passer la journée avec elle. J'ai besoin d'essayer de renouer avec ma fille. » Valérie hésita un instant, et François put voir qu'elle calculait quelque chose. « D'accord, mais appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Sophie pourrait faire une crise ou avoir besoin de ses médicaments. »« Quels médicaments ?» demanda François. Il ne savait pas que Sophie prenait des médicaments. Les calmants prescrits par le docteur Moreau pour l'aider avec son anxiété. Je les lui donne toujours quand elle devient trop agitée, expliqua rapidement Valérie. François ne se souvenait d'aucun docteur Moreau ni d'aucune ordonnance de calmant, mais décida de ne pas poser de questions à ce moment-là. Très bien, si j'ai besoin de quelque chose, je t'appelle. Après le départ de Valérie, François se rendit dans la chambre de Sophie. Elle était assise dans le fauteuil, regardant par la fenêtre. Sophie, où sont les médicaments que Valérie a dit que tu prends? Sophie désigna un tiroir de la commode. François l'ouvrit et trouva 3 flacons de médicaments différents. Il prit les flacons et lut les étiquettes. Tous étaient des médicaments pour la dépression et l'anxiété avec des doses assez élevées. Ce qui le surprit le plus, c'est que tous les médicaments avaient été prescrits par un médecin dont il n'avait jamais entendu parler, et qu'apparemment, Sophie les prenait depuis plus d'1 an. « Sophie, as-tu vraiment besoin de ces médicaments ?» demanda François. Sophie secoua fermement la tête négativement. « Elle t'oblige à les prendre ?» Sophie hocha la tête. François sentit la colère monter dans sa poitrine. Quel genre de personne donne des médicaments inutiles à une adolescente? Et pourquoi Valérie ne lui avait-elle jamais parlé de ces médicaments? À 14 heures, François emmena Sophie au parc pour rencontrer Mathieu. Le garçon était là, attendant sous un arbre. « Monsieur, avez-vous réussi à éloigner Valérie ?» demanda Mathieu dès qu'ils s'approchèrent. « Oui, et j'ai découvert certaines choses, troublantes. » François raconta l'histoire des médicaments et la façon dont Sophie avait confirmé qu'on l'obligeait à les prendre. Mathieu ne parut pas surpris. « Cela explique beaucoup de choses. Ces médicaments rendent la personne confuse, somnolente, sans envie de rien faire. Ils sont parfaits pour maintenir quelqu'un silencieux. Mais pourquoi ferait-elle ça? C'est la bonne question, monsieur. Pourquoi une femme qui est censée vous aimer ferait-elle ça à votre fille? » Mathieu regarda autour du parc avant de continuer. « J'ai une théorie, mais avant de la raconter, j'ai besoin de vous montrer quelque chose. »
Mathieu sortit un papier froissé de sa poche. J'ai trouvé ceci il y a quelques mois. Je cherchais de la nourriture dans les poubelles derrière un cabinet médical quand je l'ai vu. Je l'ai trouvé étrange et je l'ai gardé. François prit le papier et le lut. C'était une ordonnance médicale datée de 3 jours après l'accident de Sophie. L'ordonnance était pour des lentilles spéciales destinées aux personnes malvoyantes. Le nom sur l'ordonnance était Sophie Leclerc. Où as-tu trouvé ça exactement? Dans les poubelles du cabinet du docteur Moreau, le même docteur qui prescrit les médicaments à votre fille. François eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Mais ça n'a pas de sens. Sophie n'avait pas de problème de vision avant l'accident. Et après l'accident, les médecins de l'hôpital ont dit qu'elle avait complètement perdu la vue. Eh bien, si, monsieur. Mais cette ordonnance est pour des lentilles spéciales qui simulent la cécité. Ce sont des lentilles que les personnes ayant une vision normale peuvent utiliser pour paraître aveugles. François lut à nouveau l'ordonnance, plus lentement. Cette fois, le docteur avait noté. Patiente a besoin de lunettes noires spéciales pour thérapie comportementale. Lentilles opaques avec petite ouverture centrale pour simuler une perte visuelle partielle. Cela signifie que votre fille n'a jamais perdu la vue, monsieur, et que quelqu'un a beaucoup d'intérêt à faire croire à tout le monde qu'elle l'a perdue. François regarda Sophie, qui était assise tranquillement dans le fauteuil, même en sachant maintenant qu'elle pouvait l'entendre, qu'elle pouvait le voir. Il avait toujours du mal à y croire. « Sophie !» dit-il doucement. « Tu peux me voir, n'est-ce pas ?» Sophie hésita un instant, regarda rapidement autour d'elle dans le parc pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis fit un petit mouvement de la tête. François sentit les larmes commencer à couler sur son visage. « Ma fille !» murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Mathieu laissa le père et la fille seuls pendant quelques minutes avant de continuer. « Monsieur, il y a plus, beaucoup plus, et je crois que vous devez tout savoir avant de décider quoi faire. » François essuya ses larmes et se prépara à écouter le reste. « Je ne vis pas dans la rue par hasard. Ma mère travaillait chez Valérie avant qu'elle ne vous connaisse. Elle était femme de ménage là-bas depuis 5 ans. Ta mère travaillait pour Valérie? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça hier? Parce que je devais être sûr que vous alliez m'écouter d'abord. Si j'avais commencé en racontant ça, vous auriez pu penser que je voulais me venger ou quelque chose comme ça. » Mathieu s'assit par terre, à côté du fauteuil de Sophie. « Ma mère disait toujours que Valérie était une femme étrange, obsédée par l'argent, mais d'une manière maladive. Elle ne voulait pas travailler pour gagner de l'argent. Elle voulait épouser un homme riche. Et elle n'y est pas parvenue avant. Une femme aussi belle qu'elle. Ah, elle a essayé. Ma mère racontait que Valérie avait eu plusieurs petits amis riches, mais il se passait toujours quelque chose. Soit les hommes découvraient le genre de personne qu'elle était vraiment, soit alors. » Mathieu s'arrêta de parler comme s'il décidait s'il devait continuer. Soit alors quoi? Soit alors des accidents se produisaient avec les personnes qui se trouvaient sur son chemin. François eut un frisson. Quel genre d'accident? Son dernier fiancé avant vous était un avocat très fortuné, veuf avec une fille de 15 ans. Valérie est sortie avec lui pendant près d'1 an et il pensait se marier. Mathieu regarda directement François. Sa fille est tombée dans les escaliers de la maison, s'est cassée la colonne vertébrale, est devenue paralysée à partir de la taille. François sentit le sang se glacer dans ses veines. Et après ça, l'avocat était tellement préoccupé par sa fille, tellement concentré sur les soins médicaux, que Valérie a perdu patience. Elle a rompu avec lui en disant qu'elle ne pouvait pas gérer une famille avec autant de problèmes. François regarda Sophie qui écoutait tout en silence. « Tu suggères que Valérie… » « Je dis que ma mère a vu Valérie chez l'avocat la veille de l'accident de la fillette. Elle était là alors qu'elle ne devait pas y être, touchant l'escalier qui avait des marches branlantes. Pourquoi ta mère n'a-t-elle jamais raconté ça à la police ?» Mathieu baissa la tête. « Parce que ma mère était sans papier dans le pays, monsieur. Elle avait peur d'être reconduite à la frontière. Et en plus, qui aurait cru la parole d'une femme de ménage contre une femme comme Valérie? Et ta mère, où est-elle maintenant? Elle est décédée il y a 6 mois. Elle est tombée malade et n'avait pas d'argent pour le traitement. Mais avant de partir, elle m'a fait promettre que si je connaissais quelqu'un qui était blessé par Valérie, j'essaierais d'aider. » François ressentit une profonde tristesse pour l'histoire du garçon, mais aussi une rage croissante contre Valérie. Et l'accident de Sophie. Tu crois que c'était similaire? Je crois que c'était exactement la même chose, monsieur. Sauf que cette fois, Valérie a été plus astucieuse. Au lieu de rompre après l'accident, elle est restée. Elle s'est fait passer pour la femme dévouée qui s'occupe de la fille handicapée de son fiancé. Elle a gagné la confiance de monsieur et est maintenant sur le point de se marier et d'avoir accès à tout. François traita tout ce qu'il entendait. Cela avait un sens terrible. Valérie était apparue dans leur vie quelques mois avant l'accident.
C'était l'ami d'une amie, quelqu'un que Sophie avait rencontré à l'école. En fait, maintenant que François y pensait bien, Valérie s'était beaucoup efforcée de se rapprocher d'abord de Sophie, gagnant la confiance de l'adolescente avant même de commencer à sortir avec lui. « Mathieu, » dit finalement François, « tu as dit que tu avais vu Sophie 3 jours après l'accident. Qu'est-ce que tu as vu exactement ?» Mathieu regarda Sophie avant de répondre. « Monsieur veut que je raconte devant elle ?» Sophie fit un mouvement de la tête, indiquant qu'elle voulait entendre. « Je l'ai vue marcher, » dit simplement Mathieu. 3 jours après le soi-disant accident, j'ai vu Sophie marcher normalement dans la rue, derrière le cabinet du docteur Moreau. Elle allait bien, marchant sans problème, voyant parfaitement. Mais comment est-ce possible? Elle était à l'hôpital. Elle était à l'hôpital, oui. Mais je crois que ce qui s'est passé est différent de ce qu'on a raconté à monsieur. Mathieu prit une grande respiration avant de continuer. Je crois que Sophie a découvert quelque chose sur Valérie, quelque chose qui pouvait ruiner ses plans. Alors Valérie a préparé un accident qui ferait taire Sophie pour toujours. Mais si Sophie va bien, pourquoi ne m'a-t-elle pas dit la vérité? Mathieu regarda Sophie, qui fit un geste indiquant qu'il pouvait raconter, parce que Valérie lui a dit que si elle racontait la vérité, monsieur aurait aussi un accident, et que cette fois, ce serait un vrai accident. François sentit le monde tourner autour de lui. Tout prenait sens maintenant. Le changement soudain de comportement de Sophie après l'accident, la façon dont Valérie avait pris le contrôle de tout, les médicaments, les lunettes spéciales. « Sophie !» dit-il en se tournant vers sa fille. « C'est vrai, Valérie t'a menacé ?» Sophie hocha la tête et, pour la première fois en 2 ans, François vit des larmes couler sous les lunettes noires. « Et tu as continué à faire semblant d'être handicapé pour me protéger ?» Sophie hocha à nouveau la tête et, cette fois, sanglota. François s'agenouilla devant le fauteuil et serra sa fille dans ses bras. Pour la première fois en 2 ans, il pouvait sentir qu'elle le serrait en retour. Qu'elle était vraiment là, présente, non perdue dans un monde sombre comme il l'avait cru. « Je suis tellement désolé, ma fille. Je suis désolé de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Je suis désolé d'avoir laissé ça t'arriver. » Sophie enleva finalement les lunettes noires et regarda directement son père dans les yeux. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, mais ils étaient clairs, alertes, vivants. « Papa » murmura-t-elle, la première parole qu'elle avait prononcée à voix haute en 2 ans. « J'avais tellement peur. » François pleura comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Sa fille allait bien. Sa fille était vivante et bien portante et avait souffert en silence pendant 2 ans pour le protéger. Mathieu attendit qu'il se calme avant de reparler. « Monsieur, maintenant, vous devez décider ce que vous allez faire, car Valérie ne va pas abandonner facilement. Elle a investi 2 ans de sa vie dans ce plan. Et comme je l'ai dit, elle est dangereuse. » François essuya ses larmes et regarda Mathieu avec détermination. « Je vais mettre fin à tout ça. Quoi que je doive faire, je vais protéger ma fille et je vais faire payer Valérie pour ce qu'elle a fait. Vous devez être astucieux, monsieur. Valérie est intelligente. Si elle soupçonne que vous avez découvert quelque chose, elle agira rapidement, et cette fois, elle pourrait ne pas se contenter de menacer. » François regarda Sophie, qui tenait sa main fermement. « Que penses-tu que nous devrions faire? Premièrement, nous avons besoin de preuves. De vraies preuves qu'elle a fait ça. Et deuxièmement, vous devez assurer la sécurité de Sophie jusqu'à ce que nous obtenions ces preuves. » Quel genre de preuves? Mathieu sourit pour la première fois depuis des jours. « J'ai une idée, mais elle va être dangereuse, et elle exigera que Sophie soit très courageuse. » Sophie redressa les épaules et essuya ses larmes. « Je ferai tout ce qu'il faut pour mettre fin à ça, » dit-elle d'une voix ferme, que François n'avait pas entendue depuis 2 ans. « Je ne supporte plus de vivre dans la peur. » François regarda sa fille avec fierté. La fille courageuse qu'il avait élevée était toujours là, juste cachée derrière la peur. « Alors dis-moi quel est le plan. » Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et principalement vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. Le plan que Mathieu proposa était risqué, mais c'était la seule façon d'obtenir suffisamment de preuves pour incriminer Valérie. L'idée était de la faire avouer en enregistrant tout. Valérie est confiante, monsieur. Elle pense qu'elle a le contrôle total de la situation. Si nous créons la bonne situation, elle pourrait finir par en dire plus qu'elle ne le devrait. François essayait toujours de traiter tout ce qu'il avait découvert ce jour-là. Sa fille pouvait marcher, elle pouvait voir. Elle avait été menacée pendant 2 ans par la femme avec qui il était sur le point de se marier. C'était trop à assimiler. Comment allons-nous faire ça exactement? Mathieu expliqua qu'il connaissait un jeune qui travaillait avec l'électronique et qui pouvait obtenir un petit enregistreur qui ne serait pas détecté. L'idée était que Sophie porte l'enregistreur caché
et essaie de faire admettre à Valérie ce qu'elle avait fait. Mais comment Sophie va-t-elle réussir à faire parler Valérie de cela? Valérie pense qu'elle a Sophie sous contrôle total. Si Sophie fait semblant de faire une crise, de commencer à se souvenir de choses de l'accident, Valérie va devenir nerveuse. Et lorsque les gens nerveux essayent de maintenir des mensonges, ils finissent par en dire trop. Sophie écouta le plan en silence, puis accepta. « Je peux le faire. J'ai déjà fait semblant pendant 2 ans. Je peux faire semblant un peu plus si c'est pour mettre fin à cette situation. » François admira le courage de sa fille, mais était toujours inquiet. « Et si elle se méfie? Et si elle essaie vraiment de te faire du mal? C'est pourquoi je serai proche, monsieur. Je connais votre maison mieux que Valérie ne l'imagine. Il y a plusieurs façons d'entrer et de sortir sans être vu. Si quelque chose tourne mal, je serai là. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à planifier chaque détail. Mathieu expliqua qu'il avait observé la routine de la maison pendant des semaines, qu'il savait exactement comment Valérie se comportait lorsqu'elle pensait être seule avec Sophie. « Elle devient différente quand vous n'êtes pas là, monsieur. Elle se montre telle qu'elle est vraiment, froide, calculatrice, cruelle. » François dut se retenir de rentrer à la maison à ce moment-là et d'affronter Valérie directement, mais il savait que Mathieu avait raison. Ils avaient besoin de preuves. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison ce soir-là, François dut faire le plus grand effort de sa vie pour agir normalement. Valérie l'accueillit avec son sourire habituel, demanda comment s'était passée la journée, aida Sophie à se préparer à dormir. François observa chaque mouvement, chaque mot, essayant de voir les signes qu'il avait manqués pendant 2 ans, et ils étaient là. La façon dont Valérie touchait Sophie était possessive, non affectueuse. La façon dont elle contrôlait chaque aspect de la routine de la maison. La façon dont elle savait toujours où se trouvait François et ce qu'il faisait. Lorsqu'ils allèrent se coucher, François fit semblant d'être fatigué et feignit de s'endormir tôt. Une fois de plus, Valérie se leva pendant la nuit et se rendit dans la chambre de Sophie. Cette fois, François se leva silencieusement et se rendit à la porte de la chambre de sa fille. Il put entendre une partie de la conversation. « J'espère que tu n'as pas fait de bêtises aujourd'hui, Sophie. Tu sais ce qui se passe si tu dis quoi que ce soit à ton père, n'est-ce pas ?» François entendit la voix basse de Sophie répondre quelque chose qu'il ne put comprendre. « C'est ça. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos des accidents? Ils peuvent arriver à n'importe qui, à tout moment, même au père qui pose trop de questions. I being compound of vigor, and then, India, we can tout, front. » François dut s'éloigner de la porte pour ne pas entrer dans la pièce et affronter Valérie à ce moment-là, mais il avait maintenant entendu de ses propres oreilles. Mathieu avait raison. Valérie menaçait Sophie et, par extension, le menaçait aussi. Le lendemain, François inventa une excuse pour partir tôt. Il dit qu'il avait une réunion importante et qu'il ne rentrerait qu'en fin d'après-midi. En réalité, il alla retrouver Mathieu pour finaliser les détails du plan. Mathieu avait obtenu l'enregistreur, un petit appareil qui pouvait être facilement caché dans les vêtements de Sophie. Le jeune qui avait obtenu l'équipement avait également appris à Mathieu comment l'utiliser. L'enregistreur a une batterie pour 3 heures, ça devrait suffire. Françoise était nerveux. Et si quelque chose tournait mal? Et si Valérie découvrait l'enregistreur? Et si elle faisait vraiment du mal à Sophie? Monsieur, je comprends que vous ayez peur, mais pensez-y ainsi. Si nous ne faisons rien, votre fille restera prisonnière de sa peur pour toujours. Et Valérie obtiendra ce qu'elle veut. Votre argent et une vie confortable construite sur la souffrance d'une enfant innocente. François savait que Mathieu avait raison. Il devait agir. Lorsque François rentra à la maison cet après-midi-là, il mit le plan à exécution. Il dit à Valérie qu'il devait ressortir pour une réunion d'urgence avec un client important. « Mais tu viens d'arriver », protesta Valérie. « Je sais, mais c'est important. Je serai absent pendant quelques heures. Peux-tu t'occuper de Sophie ?» François vit une expression étrange traverser le visage de Valérie. C'était presque de la satisfaction. « Bien sûr que je peux. Tu sais que je m'occupe toujours bien d'elle. » François embrassa Valérie sur la joue, se sentant dégoûté de devoir feindre, puis alla dire au revoir à Sophie. Lorsqu'il s'agenouilla pour l'embrasser sur le front, il murmura doucement « Rappelle-toi ce dont nous avons parlé. Sois courageuse. » Sophie fit un petit mouvement de la tête. François quitta la maison, mais ne partit pas. Au lieu de cela, il se cacha derrière un arbre dans la rue où Mathieu l'attendait. De là, ils pouvèrent voir la maison, mais ne pouvèrent pas être vus. « Maintenant, il faut attendre, » dit Mathieu. 15 minutes après le départ de François, ils virent Valérie fermer tous les rideaux de la maison. C'était le signal qu'ils attendaient. Chaque fois que Valérie pensait être complètement seule avec Sophie, elle fermait les rideaux. Mathieu avait expliqué que c'était dans ces moments-là que Valérie montrait sa véritable personnalité. « C'est maintenant, » dit Mathieu. « Allons nous positionner. »
Mathieu avait tout planifié dans les moindres détails. Il y avait une fenêtre à l'arrière de la maison qui n'était jamais complètement fermée et qui donnait vue sur le salon où Sophie était toujours pendant la journée. De là, il pourrait entendre si quelque chose tournait mal et intervenir si nécessaire. Lorsqu'ils arrivèrent à la position, ils purent voir Sophie dans le salon assise dans le fauteuil roulant comme toujours. Valérie marchait de long en large. Et même de loin, François pouvait voir qu'elle était agitée. Quelque chose l'a rendue nerveuse, murmura Mathieu. Ils ne pouvaient pas entendre ce qui se disait, mais ils purent voir quand Sophie commença à agir conformément au plan. Elle commença à bouger dans le fauteuil, pointant sa tête comme si elle souffrait, faisant des gestes comme si elle était confuse. Valérie s'approcha d'elle immédiatement, et c'est à ce moment-là que tout commença. Françoise et Mathieu ne pouvaient pas entendre d'où ils étaient, mais ils purent voir que Valérie parlait rapidement à Sophie, gesticulant de manière agitée. Sophie continua son jeu, pointant les lunettes noires, faisant des gestes comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Valérie devint visiblement plus nerveuse. Après quelques minutes, Valérie quitta rapidement le salon. Mathieu fit signe à François de se déplacer vers une position où il pourrait mieux entendre. Lorsque Valérie revint, elle tenait quelque chose dans ses mains. Ils purent voir que c'était un flacon de médicaments. « Elle va donner plus de médicaments à Sophie », murmura François inquiet. Mais Sophie était préparée. Comme ils en avaient convenu, elle fit semblant d'avaler les pilules, mais en réalité, elle les cacha dans sa bouche. Ce fut alors que Valérie commença à parler plus fort et qu'ils réussirent à entendre. « Sophie, tu me rends nerveuse avec ces souvenirs. Nous en avons déjà parlé. Tu ne te souviens de rien de l'accident parce qu'il n'y a rien à se souvenir. » Sophie continua le jeu en faisant des gestes confus, pointant vers la rue. « Tu crois que tu te souviens d'avoir marché? Que tu te souviens d'être sortie de l'hôpital ?» dit Valérie d'une voix qui devenait plus froide. « Ce ne sont que des confusions dans ta tête à cause des médicaments. » Sophie fit un geste en pointant ses propres yeux, puis Valérie. « Tu crois que tu peux me voir ?» Valérie rit, mais c'était un rire sans humour. « Sophie, tu sais très bien que tes yeux ne fonctionnent plus. Tu sais très bien ce qui s'est passé cette nuit-là. » François sentit son cœur s'accélérer. Valérie s'approchait d'admettre quelque chose. Sophie continua les gestes, cette fois pointant la porte de la maison, puis elle-même. « Tu veux sortir? Tu crois que tu peux sortir d'ici en marchant ?» Valérie s'agenouilla devant le fauteuil de Sophie. « Laisse-moi te rappeler quelque chose, ma chérie. Tu ne sortiras plus jamais d'ici en marchant. Tu ne reverras plus jamais la lumière du jour sans ces lunettes. Et tu sais pourquoi ?» Valérie s'arrêta un instant, regardant directement Sophie. « Parce que tu as découvert des choses que tu n'aurais pas dû découvrir, et parce que tu as failli tout gâcher pour moi. » François et Mathieu se regardèrent. C'était ça. Ils approchaient de la confession. Sophie fit plus de gestes, se pointant du doigt, puis Valérie, comme si elle posait une question. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Valérie répéta la question que Sophie posait par des gestes. « J'ai fait ce que je devais faire pour protéger mon avenir, et le tien aussi, d'une certaine manière. » Valérie se leva et recommença à marcher dans le salon. « Tu ne comprends pas, Sophie. Ta vie était trop facile. Papa riche, belle maison, tout servi sur un plateau. Tu n'as jamais eu à te battre pour quoi que ce soit. Moi, je me suis battu toute ma vie. Mauvais boulot, relations ratées, toujours dépendante de la bonne volonté des autres. » François enregistrait tout mentalement, espérant que l'enregistreur de Sophie fonctionnait. « Quand je t'ai rencontré, toi et ton père, j'ai vu une opportunité, une chance d'avoir enfin la vie que je mérite. Mais il fallait que tu sois trop futé, n'est-ce pas ?» Sophie fit un geste en se pointant du doigt, puis en faisant un mouvement comme si elle marchait. « Ah, tu veux savoir pour cette nuit-là » Valérie sourit. Mais c'était un sourire cruel. « Tu veux te souvenir de ce qui s'est réellement passé quand tu as découvert qui j'étais vraiment ?» François agrippa le bras de Mathieu. C'était la partie qu'il craignait le plus d'entendre, mais aussi la plus importante. Valérie s'assit sur le fauteuil face à Sophie. « Tu te souviens d'avoir trouvé ces lettres dans ma voiture, n'est-ce pas? Les lettres de l'avocat, de mon ex-fiancé. Tu n'aurais pas dû fouiller dans mes affaires, Sophie. » Sophie fit un geste comme si elle lisait quelque chose. « C'est ça. Ces lettres racontant comment sa fille était tombée des escaliers, comment il soupçonnait que ce n'était pas un accident, comment il enquêtait sur moi. » Valérie se leva à nouveau, agitée. « Tu as lu ces lettres et tu m'as confronté. Tu as dit que tu allais le raconter à ton père. Tu as dit que tu savais quel genre de personne j'étais. Tu voulais tout gâcher pour moi, n'est-ce pas ?» Sophie secoua la tête négativement. « Ça ne sert à rien de le nier maintenant, Sophie. Tu as dit que tu allais me dénoncer, que tu allais faire en sorte que ton père me mette à la porte, que tu allais obtenir des preuves contre moi. » Valérie s'arrêta devant Sophie à nouveau. « Alors, j'ai dû agir vite.
Je ne pouvais pas permettre que tu gâches 2 ans de planification. Je ne pouvais pas permettre que tu m'enlèves la seule chance d'avoir une bonne vie. François tremblait de rage, mais Mathieu lui tint le bras, lui rappelant qu'il devait tout entendre. Cet accident n'était pas un accident. Sophie, tu le sais. Tu te souviens que je t'ai poussé dans les escaliers de la cave de ton amie Camille? Tu te souviens de t'être cogné la tête et d'être restée inconsciente? Sophie fit un geste en se touchant la tête. C'est ça. Tu t'es cogné la tête et tu t'es évanoui. Mais tu n'es pas devenu aveugle. Tu n'es pas devenu paralysé. Tu t'es bien rétabli. Et quand tu t'es réveillé à l'hôpital, j'étais là. Et je t'ai expliqué exactement ce qui allait se passer, si tu disais la vérité, à qui que ce soit. Valérie s'agenouilla à nouveau face à Sophie. J'ai dit que si tu disais quoi que ce soit sur ce qui s'était réellement passé, je ferais en sorte que ton père ait un vrai accident, un accident auquel il ne survivrait pas. Et tu m'as cru, n'est-ce pas? Sophie hocha la tête et François pouvait voir qu'elle tremblait. Et depuis, tu as été une petite fille très obéissante, faisant semblant d'être handicapée, prenant les médicaments que je te donne, portant les lunettes qui te font paraître aveugle, restant dans ce fauteuil roulant comme une petite poupée cassée. Valérie rit à nouveau. Et ça a parfaitement fonctionné. Ton père est devenu tellement occupé à prendre soin de toi, tellement coupable de ne pas t'avoir protégé, qu'il n'a même pas posé de questions lorsque j'ai pris le contrôle de tout. La maison, les comptes, les soins médicaux, tout. François se retenait de ne pas entrer dans la maison et d'étrangler Valérie de ses propres mains. Et maintenant, dans 5 jours, je vais me marier avec lui. Je vais devenir officiellement ta belle-mère et j'aurai accès à tout ce qu'il possède. Et tu sais ce qui va se passer après ça? Sophie secoua la tête négativement. Après ça, tu vas avoir un autre accident, un vrai cette fois, car je ne peux pas prendre le risque que tu décides de dire la vérité dans quelques années. Et ton père? Eh bien, ton père pourrait aussi avoir un accident. Les accidents arrivent, Sophie, surtout aux gens qui en savent trop. Ce fut alors que François ne put plus se retenir. Il se leva de sa cachette, mais Mathieu le retint. « Attendez, monsieur, elle n'a pas encore tout avoué. Nous avons besoin de plus. » François savait que Mathieu avait raison, mais voir sa fille menacée de cette façon était plus qu'il ne pouvait supporter. À l'intérieur de la maison, Sophie continua son jeu. Elle fit des gestes comme si elle avait peur, se pointant du doigt puis Valérie. « Tu as peur de moi? Tant mieux. Tu devrais avoir peur de moi. » Valérie sourit. « Parce que je suis capable de bien plus que ce que tu imagines. » Sophie fit un geste en pointant le sol. « Les escaliers. Tu veux savoir pour les escaliers? » Valérie comprit le geste. « C'était trop facile, Sophie. Je t'ai simplement suivi jusqu'à la maison de Camille. J'ai attendu que tu entres. Je savais que tu allais descendre à la cave chercher les livres qu'ils avaient oubliés là-bas. Je suis entré par la porte de derrière qui était toujours ouverte et j'ai attendu. » Valérie marchait à nouveau dans le salon, comme si elle revivait cette nuit-là. « Lorsque tu as commencé à monter l'escalier avec les livres dans les mains, je t'ai simplement poussé. Ce n'était qu'une poussée. Tu es tombée, tu t'es cogné la tête sur le sol et tu es restée inconsciente. » Sophie fit un geste comme si elle posait une question sur l'hôpital. « Comment tu es arrivée à l'hôpital ?» Valérie sourit. « Je t'ai emmené moi-même. J'ai appelé l'ambulance. J'ai dit que j'étais une amie de la famille qui t'avait trouvé tombée dans l'escalier. J'ai joué le rôle de la femme inquiète qui s'occupait de la fiancée de son père. » François réalisa que c'était la partie la plus importante de la confession. Valérie était en train d'admettre qu'elle avait causé l'accident et qu'elle avait menti sur les circonstances. « Et pendant que tu étais inconsciente, je me suis occupé de tous les détails. J'ai parlé aux médecins, je leur ai expliqué que tu t'étais cogné la tête et que tu pourrais avoir des problèmes de vision. J'ai suggéré qu'il serait être préférable de faire des examens supplémentaires, et quand tu t'es réveillé. » Valérie s'arrêta devant Sophie à nouveau. « Quand tu t'es réveillé, j'étais là, et je t'ai expliqué exactement comment les choses allaient fonctionner à partir de ce moment-là. Tu allais faire semblant d'être aveugle. Tu allais faire semblant de ne pas pouvoir bien marcher. Tu allais prendre les médicaments que je te donnerais et tu allais garder la bouche fermée. Surtout. » Sophie fit un geste en touchant son propre visage, comme si elle posait une question sur les lunettes. Les lunettes spéciales. Ah, celle-là était une idée brillante de ma part. Je connaissais le docteur Moreau pour d'autres projets. Il ne pose pas beaucoup de questions quand le paiement est bon. Il a fait les lunettes spéciales pour toi et a prescrit les médicaments pour te garder calme et confuse. François enregistrait tout dans sa mémoire, espérant que l'enregistreur de Sophie capturait chaque mot. « Et ton père, pauvre petit père, il a tout cru. Il s'est senti tellement coupable, tellement concentré sur les soins à te donner, qu'il n'a même rien remis en question. Il me voyait comme la femme merveilleuse qui s'occupait de sa fille handicapée, comme la femme qu'il aimait tellement qu'elle était prête à renoncer à sa propre vie pour s'occuper d'eux. » Valérie rit une fois de plus.
Et ça a parfaitement fonctionné. Il est tombé amoureux de moi, non pas malgré la situation, mais à cause d'elle. Parce que j'étais la femme parfaite, attentionnée, dévouée, exactement ce dont il avait besoin à ce moment-là. Ce fut alors que Sophie fit quelque chose qui n'était pas prévu dans le plan. Elle retira les lunettes noires. Valérie resta immobile un instant, regardant directement les yeux clairs et alertes de Sophie. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Valérie, sa voix changeant de ton. Sophie se leva du fauteuil roulant. Valérie recula d'un pas, son visage pâlissant. « Comment ? Tout ? Quant tout ? J'ai toujours pu marcher, Valérie, dit Sophie d'une voix ferme et claire. Et j'ai toujours pu voir. Et maintenant, tout le monde va savoir exactement quel genre de personne tu es. » Sophie sortit le petit enregistreur de ses vêtements et le montra à Valérie. « J'ai tout enregistré, chaque mot, chaque confession, et mon père a aussi tout entendu. » Valérie regarda autour du salon, comprenant finalement qu'elle était tombée dans un piège. « Toi, vous, bégaya-t-elle. » Ce fut alors que François et Mathieu entrèrent dans le salon par la porte principale. « Oui, Valérie, » dit François, sa voix glaciale de rage. « Nous avons tout entendu. » Valérie regarda François, puis Mathieu, et de nouveau Sophie, qui se tenait à côté du fauteuil roulant, sans les lunettes, voyant clairement et marchant parfaitement. « François, je peux expliquer, » commença-t-elle. « Expliquer, » interrompit François. « Expliquer comment tu as fait semblant que ma fille soit handicapée pendant 2 ans. Expliquer comment tu l'as menacée. Expliquer comment tu as causé son accident ?» Valérie tenta une dernière stratégie. « Vous ne pouvez rien prouver. C'est votre parole contre la mienne. Qui va croire une adolescente confuse contre ?» Mathieu montra un autre enregistreur qu'il avait utilisé pour tout enregistrer depuis l'extérieur. « Nous avons 2 enregistreurs, madame. Et je connais des gens qui peuvent confirmer votre histoire. Des gens qui savaient ce que vous avez fait avant de connaître Monsieur François. » Valérie réalisa qu'elle était acculée. Son visage changea complètement, le masque de femme douce et attentionnée tombant entièrement. Ce qui resta était une expression froide et calculatrice. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, » dit-elle d'une voix complètement différente de celle que François connaissait. « Vous vous croyez très intelligent, mais vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. »« Nous savons exactement à qui nous nous attaquons, » répondit François. « Nous nous attaquons à une femme qui blesse des enfants pour obtenir de l'argent, une femme capable de tout faire par avarice. » Valérie regarda Sophie avec une haine pure. « Tu aurais dû te taire, tu aurais dû accepter la situation. Maintenant, tu m'as forcé la main. » Valérie commença à se diriger vers Sophie, mais Mathieu s'interposa entre elles. « Vous ne la toucherez pas, » dit Mathieu avec fermeté. François s'approcha de Sophie et l'enlaça de manière protectrice. « Maintenant, quitte ma maison, » dit François à Valérie. « Et si tu essayes de t'approcher de ma famille à nouveau, j'utiliserai ces enregistrements pour te mettre en prison. » Valérie rit, mais c'était un rire amer. « Vous croyez vraiment que ça va marcher ? Je suis une femme respectée dans la société. J'ai des amis influents. Vous n'êtes qu'un entrepreneur provincial, une adolescente à problème, et un enfant de la rue. »« Peut être, » dit Mathieu. « Mais nous avons la vérité et nous avons des preuves. Et moi, j'ai des ressources, » répliqua Valérie. « Des ressources que vous n'imaginez même pas. » François réalisa que Valérie ne feignait pas. Elle avait vraiment quelque chose d'autre, un plan qu'il ne connaissait pas. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Valérie sourit d'un sourire cruel. « Je veux dire que vous venez de déclarer la guerre à la mauvaise personne. Et dans les guerres, les gens sont blessés, parfois mortellement. » Ce fut Mathieu qui réalisa en premier. « Monsieur, nous devons sortir d'ici maintenant. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je crois qu'elle ne travaillait pas seule. » Valérie sourit encore plus. « Très intelligent, le gamin. »« Non, je ne travaillais pas seul. Et mes associés ne vont pas être très contents d'apprendre que 2 ans de travail ont été gâchés par une adolescente gâtée et un enfant de la rue intrusif. » François sentit un frisson de peur réelle. Pour la première fois, il réalisa que la situation était beaucoup plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. « Sophie, Mathieu, » dit François rapidement, « sortons d'ici. » Mais lorsqu'ils se tournèrent vers la porte, ils découvrirent que ce n'était plus une option. 2 hommes bloquaient la sortie. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent maintenant. Continuons. François reconnut immédiatement l'un des hommes. C'était Rémi, le jardinier que Valérie avait engagé quelques mois auparavant pour s'occuper du jardin de la maison. Un homme grand et fort qui avait toujours semblé un peu étrange, mais que François avait ignoré parce que Valérie avait dit qu'il était le fils d'une amie. Il n'avait jamais vu l'autre homme auparavant, mais à la façon dont il se positionna à la porte, bloquant complètement la sortie, il était clair qu'il n'était pas là par hasard.
Ah, c'est bien que vous soyez arrivés, dit Valérie aux deux hommes, sa voix redevenant douce, mais d'une manière qui sembla maintenant complètement fausse à François. Nous avons eu une petite complication ici. Mathieu se positionna instinctivement devant Sophie et François fit de même. Les trois se regroupèrent au centre du salon, encerclés par Valérie et les deux hommes. « Rémi, » dit François en essayant de garder sa voix calme, « je ne comprends pas ce qui se passe ici. » Rémi ne répondit pas, il regarda seulement Valérie en attendant des instructions. « Je vais t'expliquer, François, » dit Valérie en marchant lentement autour d'eux. « Rémi n'est pas jardinier. Et Antoine Labasse n'est pas seulement un ami qui est venu nous rendre visite, ce sont mes partenaires d'affaires. »« Quel genre d'affaires » demanda Mathieu, même si François se doutait que le garçon connaissait déjà la réponse. « Le genre d'affaires qui implique d'identifier des hommes riches et solitaires, de se rapprocher d'eux et d'acquérir leurs biens, d'une manière ou d'une autre. » François sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il n'était pas seulement la victime d'une femme escroque. Il était tombé dans le piège d'une opération criminelle organisée. « Combien d'hommes » demanda Sophie, sa voix tremblant légèrement, mais toujours ferme. Valérie sourit à Sophie comme si elle était fière de la question. « Ah, ma chérie, tu veux savoir pour mes autres projets ? Eh bien, ton père serait le 6e. Les 5 précédents ont eu beaucoup de succès. Que leur est-il arrivé » demanda François, même s'il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. « Des destins différents selon les circonstances. Certains ont eu des accidents mortels après avoir modifié leur testament en ma faveur. D'autres ont simplement disparu après avoir transféré leurs biens sur des comptes que je contrôlais. 1 ou 2 ont été internés dans des cliniques psychiatriques après avoir développé de soudains problèmes mentaux. » François regarda Mathieu et Sophie. Ils étaient dans une situation beaucoup plus dangereuse qu'ils ne l'avaient imaginé. « Et les filles » demanda Sophie. « Qu'est-il arrivé aux filles de ces hommes ?» Valérie s'arrêta devant Sophie. « Eh bien, cela dépendait de la situation. Certaines étaient faciles à contrôler, comme tu l'as été pendant 2 ans. D'autres étaient plus résistantes. L'implication était claire et terrible. » Mathieu murmura à François. « Monsieur, nous devons trouver un moyen de sortir. Ils ne vont pas nous laisser en vie pour raconter cette histoire. » François savait que Mathieu avait raison. Valérie avait trop avoué. Elle ne pouvait pas le laisser sortir d'ici vivant. « Valérie !» dit François en essayant de gagner du temps tout en cherchant mentalement une issue. « Tu n'as pas à faire ça. Nous pouvons trouver un arrangement. » Valérie rit. « Un arrangement. François, tu as enregistré ma confession. Tu connais tous mes crimes. Tu crois vraiment que je vais vous laisser vivre pour que vous me livriez à la police? Et si je détruis les enregistrements? Et si nous promettons de ne jamais en parler? Ah, François, tu as toujours été naïf. C'est pour ça que tu as été une cible si facile. » Valérie secoua la tête avec une fausse tristesse. « Non, mon chéri, nous sommes allés trop loin pour faire marche arrière maintenant. » Ce fut alors que François remarqua quelque chose. Mathieu faisait de petits mouvements avec ses mains, comme s'il communiquait avec quelqu'un. Initialement, François pensa que le garçon était nerveux, mais il remarqua ensuite que les mouvements étaient intentionnels. Mathieu faisait des signes. « Rémi, » dit Valérie, « tu peux commencer par le gamin. C'est lui qui cause le plus de problèmes. » Rémi commença à se diriger vers Mathieu, mais le garçon recula. « Attendez, » dit Mathieu d'une voix forte. « Avant de faire quoi que ce soit, vous ne voulez pas savoir comment j'ai découvert votre opération ?» Valérie hésita. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que je ne vous ai pas découvert par hasard. J'enquête sur vous depuis des mois. » François réalisa que Mathieu improvisait, essayant de gagner du temps. « Mais pourquoi ? Enquêter. Tu n'es qu'un enfant de la rue. » « Oui, je suis un enfant de la rue, mais je ne suis pas stupide, et j'ai des amis. Des amis qui savent où je suis maintenant. Des amis qui remarqueront si je n'apparais pas ce soir. » Valérie regarda Rémi, qui sembla incertain pour la première fois. « Quel genre d'amis ?» Mathieu sourit. Mais François pouvait voir qu'il transpirait de nervosité. Le genre d'amis qui travaille pour des journaux locaux. Le genre d'amis qui est très intéressé par les histoires sur les femmes qui simulent des accidents pour voler des hommes riches. François comprit la stratégie de Mathieu. Le garçon essayait de faire croire à Valérie que plus de gens étaient au courant de l'histoire, que leur faire du mal ne ferait qu'attirer plus d'attention. « Tu minces, » dit Valérie, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. « Je le fais. » Mathieu sortit un vieux téléphone portable de sa poche. « Pourquoi n'appelez-vous pas le numéro enregistré ici comme journal ? Demandez-lui s'ils ont reçu mon message sur Valérie Mendoza et son opération d'escroquerie matrimoniale. » François réalisa que Mathieu bluffait. Le garçon n'avait pas les ressources pour une enquête journalistique ni de contact dans les journaux, mais il jouait le rôle avec conviction. Valérie regarda le téléphone, puis Rémi et Antoine, puis de nouveau Mathieu. « Même si tu as des contacts dans les journaux, ça ne va pas vous sauver aujourd'hui.
Nous pourrons régler ce problème après. Peut être, accepta Mathieu. Mais êtes-vous sûr de vouloir que 3 personnes disparaissent le même jour? Ne sera-ce pas trop évident? Ce fut alors que François entendit quelque chose qui fit accélérer son cœur. Des sirènes de police au loin. Mathieu avait prévu plus que ce qu'il avait révélé. Valérie entendit aussi les sirènes. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle à Mathieu, sa voix maintenant pleine de panique. « J'ai dit que j'avais des amis, » répondit Mathieu, souriant pour la première fois depuis l'apparition des hommes. L'un d'eux travaille dans un magasin d'électronique. Cet enregistreur que Sophie a utilisé a un émetteur. Tout ce qui s'est passé ici a été transmis en temps réel à un récepteur que mon ami surveillait. François regarda Mathieu avec admiration. Le garçon avait pensé à tout, et mon ami avait des instructions claires. Si la transmission s'arrêtait brusquement ou s'il entendait le moindre signe de danger, il devait appeler immédiatement la police. Les sirènes se faisaient plus fortes, plus proches. Valérie regarda Rémi et Antoine. « Sortez d'ici tous les deux maintenant. Utilisez la sortie de derrière. »« Et toi ?» demanda Rémi. « Je reste. Je peux expliquer ça à la police, mais vous, on ne peut pas vous trouver ici. » Les 2 hommes hésitèrent un instant, mais les sirènes étaient très proches. Maintenant, ils sortirent rapidement par la porte de derrière. Valérie se tourna vers François, Sophie et Mathieu. « Vous croyez que vous avez gagné ?» demanda-t-elle. Mais sa voix n'avait plus la même confiance qu'avant. « Nous avons gagné, » dit Sophie, se tenant à côté de son père. « Tu ne feras plus de mal à personne. Vous êtes naïf si vous croyez que ça s'arrête là, » répondit Valérie. « J'ai des avocats, j'ai des ressources. Je vais plaider que tout ça était un malentendu, que vous m'avez menacé, que je défendais ma vie. » François entendit des voitures s'arrêter devant la maison. « Tu auras peu être des avocats, » dit François. « Mais nous avons des preuves, et maintenant nous avons aussi des témoins. » La porte d'entrée s'ouvrit et 4 policiers entrèrent. « Police, personne ne bouge. » Mathieu leva immédiatement les mains et cria « Nous sommes les victimes. La femme blonde est la criminelle. » L'un des policiers, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants, regarda autour du salon, évaluant la situation. « Qui a appelé les urgences ?»« C'est un ami à moi, » répondit Mathieu. Il surveillait une transmission audio de cette maison et a entendu une femme avouer plusieurs crimes. Le policier regarda Mathieu avec scepticisme. « Un garçon de ton âge avec accès à du matériel de surveillance. » Mathieu sourit. « Sergent, vous pouvez confirmer mon histoire en appelant ce numéro. » Il montra le téléphone. « Mon ami Sébastien doit toujours être dans son magasin d'électronique avec tout le matériel d'enregistrement. » Un autre policier, plus jeune, s'approcha de Valérie. « Madame, vous devez venir avec nous pour répondre à quelques questions. »« Je ne vais nulle part, » répondit Valérie. « Ces personnes ont envahi ma maison. Elles m'ont menacé. Je veux porter plainte contre elles. » François s'avança. « Officier, mon nom est François Leclerc. Ceci est ma maison, pas la sienne. Et nous avons des enregistrements de confessions qu'elle a faites concernant plusieurs crimes. » Le sergent regarda François. « Monsieur Leclerc, pouvez-vous nous montrer ces enregistrements ?» François regarda Sophie, qui tenait toujours l'enregistreur. « Sophie, peux-tu leur montrer ?» Sophie s'approcha des policiers et leur tendit le petit enregistreur. « Tout est là, » dit-elle. Elle a avoué qu'elle a causé mon accident exprès, qu'elle m'a forcé à faire semblant d'être handicapé pendant 2 ans, qu'elle a menacé de tuer mon père si je disais la vérité. Le policier plus jeune regarda Sophie avec surprise. « Mademoiselle, vous n'êtes pas handicapée ?»« Non, » répondit Sophie. « J'ai fait semblant d'être handicapé pendant 2 ans parce qu'elle m'a menacé, mais maintenant la vérité a éclaté. » Le sergent prit l'enregistreur et regarda ses collègues. « Nous allons devoir emmener tout le monde au commissariat pour prendre des dépositions et nous allons devoir analyser ces enregistrements attentivement. » Valérie tenta une dernière manœuvre. « Officier, je suis une citoyenne respectée dans cette ville. Je me défendais seulement contre des personnes qui me menaçaient. Ces enregistrements ont été obtenus illégalement dans ma propre maison, sans mon consentement. » Mathieu s'approcha des policiers. « Sergent, je peux prouver qu'elle ment. Premièrement, ce n'est pas sa maison. C'est la maison de Monsieur François. Deuxièmement, nous avons plus de preuves. Il y a 2 hommes qui étaient ici il y a peu de temps, qui ont fui lorsque vous êtes arrivés. Ils sont sortis par l'arrière. » Le sergent fit signe à 2 de ces hommes. « Vous 2, vérifiez la zone derrière la maison, cherchez toute preuve de personnes ayant fui. » Il se tourna vers le groupe. Et concernant les autres preuves que le garçon a mentionnées, Mathieu expliqua les fausses ordonnances médicales, les médicaments qu'on donnait à Sophie sans nécessité, le lien avec d'autres cas similaires dont sa mère avait été témoin. Pendant que Mathieu parlait, François vit Valérie pâlir de plus en plus.
Elle réalisait que toute l'opération s'était effondrée. Après 40 minutes de questions initiales, le sergent prit une décision. « Madame Valérie Mendoza, vous êtes en état d'arrestation pour interrogatoire pour suspicion de fraude, menace, lésions corporelles et association de malfaiteurs. » Lorsque les policiers s'approchèrent de Valérie avec les menottes, elle regarda directement Sophie avec une haine pure. « Tu aurais dû te taire », murmura-t-elle. « Maintenant, tu vas découvrir qu'il y a des conséquences à tes actions. Des conséquences qui vont bien au-delà de ce que tu peux imaginer. » Sophie ne se laissa pas intimider. « Les seules conséquences seront pour vous, » répondit-elle. « Vous ne ferez plus de mal à personne. » Lorsque Valérie fut emmenée, François poussa finalement un soupir de soulagement pour la première fois depuis des heures, mais Mathieu semblait toujours tendu. « Monsieur, » dit Mathieu à voix basse, « ce n'est pas fini. Elle a parlé d'associés, d'une opération plus vaste, et les deux hommes qui étaient ici ont fui. » François regarda sa fille, qui se tenait à ses côtés, libérée des lunettes noires, libérée du fauteuil roulant, libérée de la peur qu'il avait contrôlée pendant 2 ans. « Nous affronterons ce qui viendra, » dit François. « Mais d'abord nous allons célébrer. Ma fille est de retour. » Sophie sourit et serra son père dans ses bras. « Je suis désolé d'avoir menti si longtemps, papa. J'avais tellement peur. »« Tu n'as pas à t'excuser, » répondit François, la serrant fort. « Tu as été courageuse, tu t'es protégée, et tu m'as protégée de la seule façon que tu connaissais. J'aurais dû me rendre compte de ce qui se passait. » Mathieu s'approcha d'eux. « Vous ne pouviez pas le savoir, monsieur. Les gens comme Valérie sont experts en tromperie. C'est ce qu'ils font. » François se tourna vers Mathieu. « Et toi, je ne sais pas comment te remercier. Si tu ne m'avais pas cherché dans le parc. »« J'ai fait ce que ma mère m'a demandé de faire, » interrompit Mathieu. « Elle m'a dit d'aider les personnes qui étaient blessées par Valérie, et maintenant j'ai tenu ma promesse. » François regarda le garçon, courageux, intelligent, orphelin, vivant dans la rue, et prit une décision. « Mathieu, as-tu un endroit où rester cette nuit ?» Mathieu hésita. « Je me débrouille toujours, monsieur. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé. As-tu un endroit où rester ?»« Non, monsieur, pas vraiment. » François regarda Sophie, qui sourit et hocha la tête. « Alors, tu vas rester ici, au moins jusqu'à ce que nous résolvions cette situation avec Valérie et ses complices. » Mathieu ouvrit la bouche pour protester, mais François leva la main. « Ce n'est pas une faveur, Mathieu. Tu as sauvé notre famille. Ma maison est ta maison pour le temps dont tu auras besoin. » Mathieu resta silencieux un instant, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Vous êtes sûr ? » ?»« Absolument certain, » répondit François. « Et en plus, j'aurai besoin de ton aide pour comprendre toute l'opération de Valérie. Tu connais des détails dont nous aurons besoin pour nous assurer que tous les impliqués soient arrêtés. » Sophie s'approcha de Mathieu. « Et moi, j'aurai besoin de ton aide pour redevenir une personne normale, » dit-elle. 2 ans à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Je ne sais même plus comment agir naturellement. Mathieu sourit pour la première fois depuis que tout avait commencé. « Je crois que vous deux allez vous en sortir. Vous êtes de bonnes personnes et les bonnes personnes trouvent toujours un moyen. » Cette nuit-là, pour la première fois en 2 ans, Sophie dîna à table avec son père, conversant, riant, étant elle-même. Mathieu était avec eux, encore un peu timide, mais commençant à se détendre en présence de la famille qui l'avait accueilli. François regarda les 2 jeunes à sa table et réalisa que, malgré tout ce qui s'était passé, il se sentait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Sa fille était de retour. Il avait gagné un nouveau fils, et la femme qui avait essayé de détruire sa famille était arrêtée. Mais Mathieu avait raison sur une chose. Ce n'était pas fini. Valérie avait mentionné des complices, d'autres cas, une opération plus vaste. Et dans les semaines à venir, ils allaient découvrir exactement à quel point le terrier du lapin dans lequel ils étaient tombés était profond. Mais à ce moment-là, cette nuit-là, François se permit d'être simplement heureux. Sa famille était réunie et en sécurité, et il savait que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. 3 jours plus tard, le téléphone de François sonna tôt le matin. C'était le sergent Mercier, le policier qui avait géré le cas de Valérie. « Monsieur Leclerc, nous avons besoin que vous et votre famille veniez au poste aujourd'hui. Nous avons découvert certaines choses sur l'opération de Madame Mendoza que vous devez savoir. » François sentit un frisson d'appréhension. « Est-ce urgent ?»« Oui, monsieur, très urgent. » Lorsque François, Sophie et Mathieu arrivèrent au poste, ils furent conduits dans une salle où le sergent Mercier les attendait avec 2 autres hommes qui se présentèrent comme des inspecteurs de la capitale. « Monsieur Leclerc, » commença le sergent, « après avoir analysé les enregistrements que vous nous avez fournis et interrogé Madame Mendoza, nous avons découvert que cette opération est beaucoup plus vaste que nous l'imaginions. » L'un des inspecteurs, un homme grand nommé Dubois, ouvrit un dossier de photos.
Madame Mendoza fait partie d'un réseau criminel qui opère dans au moins 5 régions. Il se spécialise dans les escroqueries matrimoniales, mais à une échelle beaucoup plus grande que des cas isolés. Il montra les photos à François. C'étaient des photos d'hommes d'âge différents, mais tous avec un point commun. Ils semblaient avoir réussi financièrement. Ce sont les autres cibles que nous avons pu identifier jusqu'à présent, continua Dubois. 3 d'entre eux sont actuellement portés disparus. Un a été retrouvé sans vie dans des circonstances suspectes et un est interné dans une clinique psychiatrique privée diagnostiquée avec une démence précoce. François sentit son estomac se nouer. Et leur famille? C'est là que ça devient intéressant, dit le sergent Mercier. Dans tous les cas où il y avait des enfants, surtout des filles adolescentes, elles ont soudainement développé de graves problèmes de santé ou des handicaps permanents, peu avant ou après que les pères aient entamé des relations avec des femmes de ce réseau. Sophie serra la main de son père avec force. « Alors, je n'étais pas la seule. »« Non, mademoiselle, » répondit Dubois gentiment. « Vous n'étiez certainement pas la seule, mais vous avez été la première à réussir à exposer l'opération. » Mathieu se pencha en avant. « Et les autres filles, vont-elles bien ?» Les 2 inspecteurs se regardèrent avant que Dubois ne réponde. « Nous essayons de localiser et d'aider les autres victimes, mais certains cas ont été beaucoup plus extrêmes que le vôtre. » François ne voulut pas demander ce que signifiait plus extrême. « De quoi avez-vous besoin de nous ?»« Premièrement, » dit le sergent Mercier, « nous avons besoin que vous soyez disponible pour témoigner lorsque l'affaire passera en jugement. Votre témoignage et vos enregistrements sont essentiels pour obtenir des condamnations. »« Bien sûr. Et deuxièmement ?» Dubois hésita avant de répondre. « Deuxièmement, nous pensons que vous pourriez toujours être en danger. » Mathieu se redressa sur sa chaise. « À cause des hommes qui ont fui ? » ?»« Oui, mais pas seulement à cause de ça. Le réseau criminel dont Madame Mendoza faisait partie dispose de ressources considérables et ils n'aiment pas laisser de preuves derrière eux. »« Qu'est-ce que ça signifie exactement ?» demanda François. « Cela signifie, » expliqua Dubois, « que nous vous recommandons d'envisager de déménager temporairement, au moins jusqu'à ce que nous arrêtions tous les impliqués dans l'opération. » François regarda Sophie et Mathieu. Ils venaient de retrouver leur vie normale et maintenant ils devaient fuir à nouveau. Pour combien de temps ? C'est difficile à dire. Cela pourrait être quelques semaines, cela pourrait être quelques mois, cela dépend de la rapidité avec laquelle nous réussirons à démanteler tout le réseau. Sophie parla pour la première fois. « Et si nous ne voulons pas déménager ? Et si nous voulons rester et affronter ça ?» Le sergent Mercier la regarda sérieusement. « Mademoiselle, ces gens sont dangereux. Ils ont déjà prouvé qu'ils sont capables de blesser des enfants pour obtenir ce qu'ils veulent, s'ils décident que vous êtes une trop grande menace. » Il n'eut pas besoin de terminer la phrase. François prit une décision. « Nous déménagerons temporairement, mais je veux 2 conditions. » « Lesquelles ? » « Premièrement, je veux que vous me teniez informé de chaque avancement de l'affaire. Je ne veux pas apprendre des choses importantes par la télévision. » Dubois hocha la tête. « Et la deuxième ?» François regarda Mathieu. « La deuxième est que Mathieu est considéré comme faisant partie de notre famille maintenant. Toute protection que vous nous accordez à Sophie et à moi, il la reçoit aussi. » Mathieu regarda François avec surprise. « Monsieur, vous n'avez pas besoin de... »« Si, j'en ai besoin, » interrompit François. « Il a risqué sa vie pour sauver notre famille. Maintenant tu es notre famille. » Le sergent Mercier sourit. « Cela peut être arrangé. » 2 heures plus tard, François, Sophie et Mathieu étaient à la maison, emballant des vêtements et des articles essentiels. La police avait trouvé un gîte sécurisé dans un village à 2 heures de route, où ils resteraient jusqu'à ce que la situation soit résolue. « Papa, » dit Sophie en pliant des vêtements. « Tu ne regrettes pas d'avoir découvert la vérité ? Nos vies étaient plus simples quand je faisais semblant d'être handicapé. » François arrêta ce qu'il faisait et regarda sa fille. « Sophie, tu me demandes si je préférerais continuer à vivre un mensonge ? C'est un peu ça. » François s'assit sur le lit à côté d'elle. « Ma fille, les 2 dernières années ont être été plus simples, mais elles n'étaient pas réelles. Je ne vivais pas avec ma vraie fille. Je vivais avec une version de toi qui avait été forcée d'exister par la peur et les menaces. » Il prit ses mains. « Même si les prochains mois sont difficiles, même si nous devons nous cacher pendant un certain temps, je préfère affronter la vérité aux côtés de ma vraie fille que de vivre confortablement dans un mensonge. » Sophie sourit et serra son père dans ses bras. « Je préfère ça aussi, même avec les problèmes. »« Donna Navsandes, Nanda, Nanda. » Et il y a... Mathieu apparut à la porte de la chambre. « Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a quelque chose que je dois vous dire avant que nous partions d'ici. » François et Sophie le regardèrent. « Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu ?» Mathieu entra dans la chambre et ferma la porte.
Il y a quelque chose sur ma mère que je ne vous ai pas dit avant, sur comment elle a vraiment découvert Valérie. François sentit qu'une autre révélation arrivait. Qu'est-ce que tu veux dire? Mathieu s'assit sur le fauteuil à côté du lit. Ma mère ne travaillait pas seulement pour Valérie, elle travaillait pour tout le réseau. Elle nettoyait les maisons de plusieurs femmes qui faisaient partie de l'opération. Sophie parut confuse. Alors, elle savait ce qui se passait? Pas exactement. Du moins pas au début. Elle trouvait juste étrange que toutes les femmes pour lesquelles elle travaillait aient des histoires similaires. Elles sortaient avec des hommes riches. Il arrivait toujours quelque chose à leurs enfants. Ensuite, les hommes devenaient dépendants de leurs fiancés. Mathieu fit une pause, comme s'il décidait quoi raconter. Mais ensuite, ma mère a commencé à remarquer d'autres choses. Des conversations téléphoniques qu'elle entendait par hasard. Des documents qu'elle voyait en nettoyant les bureaux des femmes. Des réunions qui se déroulaient dans les maisons. Now in the Fellows and Experiences, François comprit où Mathieu voulait en venir. Ta mère a découvert toute l'opération. Oui. Et quand elle l'a découvert, elle a commencé à tout noter. Nom, date, adresse, détails sur les cibles. Elle avait un journal caché. Sophie se pencha en avant. Où est ce journal maintenant? Mathieu sourit pour la première fois depuis des jours. C'est ça. Avant que ma mère ne parte, elle m'a dit où il était caché. Et je crois que les informations contenues dans ce journal peuvent aider la police à trouver tous les impliqués dans l'opération. François ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Pourquoi n'as-tu pas raconté ça avant? Parce que j'avais besoin d'être sûr que vous étiez des personnes de confiance. Et parce que j'avais besoin d'être sûr que la police était aussi fiable. Cette information est très dangereuse, si elle tombait entre de mauvaises mains. Mathieu n'eut pas besoin de terminer la phrase. Où est le journal? Demanda François. Il est caché dans un endroit que seul moi connais. Mais si nous allons le chercher, nous devrons être très prudents. Parce que si les associés de Valérie soupçonnent l'existence de ce journal, ils feront tout pour l'obtenir. François regarda Sophie, qui hocha la tête. Nous allons chercher ce journal, dit François. Mais nous le ferons de la bonne manière, avec une protection policière. En fait, dit Mathieu, je crois qu'il est préférable que nous cherchions le journal avant de quitter la ville. Si nous partons maintenant et essayons ensuite de revenir, cela pourrait être plus dangereux. François considéra la proposition. Es-tu sûr de pouvoir trouver la cachette? Absolument sûr. Sophie se leva. Alors allons chercher ce journal maintenant. Plus vite nous remettrons cette information à la police, plus vite toute cette situation sera résolue. Isesteinde. 1 heure plus tard, François conduisait vers le quartier où Mathieu avait vécu avec sa mère. Mathieu était sur le siège passager, donnant des directions, et Sophie était sur le siège arrière, attentive à tout signe de suivi. Tourne à gauche dans la prochaine rue, dit Mathieu. La maison est la 3e à droite. François regarda autour du quartier. C'était un quartier modeste, mais bien entretenu, avec de petites maisons et des cours propres. Ta mère vivait ici? Elle vivait. Après qu'elle soit tombée malade, je n'ai plus pu payer le loyer. Mais le propriétaire, Monsieur Manuel, était un homme bon. Il m'a laissé rester quelques mois de plus, même si je ne pouvais pas payer. François arrêta la voiture devant une maison bleu clair avec un petit jardin à l'avant. Et le journal est caché ici? Pas dans la maison, dans la cour arrière. Ma mère l'a enterré sous le manguier qui est au fond de la cour. Sophie regarda par la fenêtre. Est-ce que quelqu'un vit dans la maison maintenant? Mathieu secoua la tête. Non. Monsieur Manuel n'a pas encore pu la louer. Il a dit qu'elle pouvait rester vide jusqu'à ce qu'il trouve une bonne famille pour y vivre. François regarda autour de la rue une fois de plus. Il ne vit rien de suspect, mais était toujours nerveux. Nous allons être rapides, dit-il. Nous entrons. Prenons le journal et sortons. Ils sortirent de la voiture et Mathieu les conduisit par le côté de la maison jusqu'à la cour arrière. C'était une petite cour, mais il y avait un grand manguier au fond, exactement comme Mathieu l'avait décrit. Mathieu se dirigea droit vers l'arbre et commença à chercher quelque chose sur le sol. « Ici », dit-il, désignant une pierre qui semblait différente des autres. Elle l'a enterrée sous cette pierre. François et Sophie aidèrent Mathieu à déplacer la pierre et à creuser la terre en dessous. Après quelques minutes, Mathieu sortit un sac en plastique bien scellé. À l'intérieur du sac se trouvait un cahier noir. Mathieu ouvrit le cahier avec précaution. Les pages étaient remplies de l'écriture soignée de sa mère, avec des noms, des dates, des adresses et des observations détaillées. François lut par-dessus l'épaule de Mathieu et vit immédiatement que l'information contenue dans le journal était beaucoup plus étendue qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Mathieu, c'est une bombe, » dit François. « Il y a des noms d'au moins 20 personnes impliquées dans l'opération. Il y a des adresses de planques, des numéros de compte bancaires, même des photos collées sur les pages. » Sophie désigna une page spécifique. « Regarde ici.
Il y a une liste de futures cibles, des hommes qu'ils enquêtaient pour les prochains coups. Mathieu ferma le cahier. Maintenant, nous comprenons pourquoi ma mère était si inquiète. Si ces gens savaient qu'elle savait tout ça. François n'eut pas besoin que Mathieu termine la phrase pour comprendre l'implication. Partons d'ici, dit François. Nous devons apporter ça à la police immédiatement. Mais lorsqu'ils se retournèrent pour retourner à la voiture, ils découvrirent qu'ils n'étaient plus seuls. Rémi et Antoine, les deux hommes qui avaient fui la maison de François 3 jours auparavant, se tenaient à l'entrée de la cour, bloquant la seule sortie. « C'est bien que vous soyez venus jusqu'ici, » dit Rémi, souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous nous avez épargné la peine de vous chercher. » François se plaça instinctivement devant Sophie et Mathieu. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Ce que nous voulons ?» Antoine rit. « Nous voulons ce que vous venez de trouver là-bas, et nous voulons aussi nous assurer que vous ne causiez plus de problème à notre opération. » Mathieu serra le journal contre sa poitrine. « Vous n'aurez pas ce journal. »« Oh, si nous l'aurons, gamin. La question est de savoir si vous allez le donner de votre plein gré ou si nous devrons le prendre par la force. » Arifolentara ferpientar. Make some more sorma. Arifolentara ferpientar. Miria, Mazamo, Nassam. François regarda rapidement autour de la cour, cherchant une voie d'évacuation. Mais la cour était entourée de hauts murs sur 3 côtés, et la seule sortie était bloquée par les 2 hommes. « Écoutez, » dit François en essayant de gagner du temps, « vous pouvez toujours vous en sortir. La police n'a pas encore toutes les informations sur l'opération. Si vous partez maintenant, nous laissant tranquilles, vous pourriez disparaître avant d'être attrapé. » Rémi secoua la tête. « Trop tard pour ça. Vous avez déjà causé trop de dégâts. Valérie a déjà trop parlé au commissariat. Maintenant, notre seule option est de causer le plus de dégâts possible avant de quitter le pays. »« Quel genre de dégâts ?» demanda Sophie, même si François se doutait qu'elle connaissait la réponse. « Le genre de dégâts qui garantit que personne d'autre ne causera de problème à notre réseau, » répondit Antoine. « Et le genre qui envoie un message clair aux autres personnes qui pourraient penser à nous défier. » François réalisa que la situation devenait désespérée. Ils étaient acculés, sans possibilité de s'échapper. Et les 2 hommes n'avaient clairement pas l'intention de les laisser en vie. Ce fut alors que Mathieu fit quelque chose d'inattendu. Il lança le journal vers François et cria « Courez !» En même temps, Mathieu courut directement vers les 2 hommes, les prenant par surprise. François attrapa le journal et prit la main de Sophie. « Par ici !» cria-t-il en courant vers le mur du fond. Il pouvait entendre Mathieu se débattre avec les 2 hommes derrière eux, mais François savait qu'un garçon de 15 ans ne pourrait pas les arrêter longtemps. « Papa, comment allons-nous grimper ce mur ?» demanda Sophie en regardant le mur de 5 mètres de haut. François regarda autour de lui et vit une vieille chaise en plastique appuyée contre le mur. « Monte sur la chaise, ensuite je te pousse, tu peux ?» Sophie grimpa sur la chaise et François l'aida à se propulser par-dessus le mur. Lorsqu'elle fut en sécurité de l'autre côté, François grimpa également sur la chaise. Mathieu cria « Venez ici maintenant ». Mathieu réussit à se libérer des 2 hommes et courut vers le mur. François tendit la main pour l'aider, mais Rémi l'attrapa par le pied alors qu'il était à mi-chemin du mur. « Lâche-le » cria François en sautant de nouveau dans la cour. François s'interposa entre Mathieu et les 2 hommes. « Prenez le journal » dit François en sortant le cahier de sa poche. « Mais laissez le gamin tranquille. » Rémi sourit. « Oh, nous allons prendre le journal de toute façon. Mais le gamin en sait déjà trop, et toi aussi. » Ce fut alors qu'ils entendirent des sirènes de police s'approcher rapidement. Antoine regarda Rémi. « La police. Comment ont-ils su ?» Mathieu sourit, même avec du sang coulant de son nez. « Parce que j'ai des amis vifs d'esprit. J'ai dit à l'un d'eux que s'il n'appelait pas toutes les heures, il devait appeler la police et dire où j'étais. Les sirènes étaient très proches. Maintenant, Rémi prit le journal des mains de François. « Tu crois que ça va te sauver ? Nous aussi, nous avons des amis dans la police, et nous avons des ressources que vous n'imaginez même pas. »« Peut-être, » répondit François. « Mais vous n'avez pas le temps. La police sera ici dans moins d'1 minute. » Antoine tira Rémi par le bras. « Partons, nous nous en occuperons plus tard. » Les 2 hommes sortirent en courant de la cour juste au moment où 3 voitures de police tournaient au coin de la rue. François aida Mathieu à se relever. « Tu vas bien ? » ?»« Je vais bien, mais ils ont pris le journal. »« Ils ne l'ont pas pris, » dit Sophie, apparaissant à la porte arrière de la maison. « J'ai réussi à descendre de l'autre côté et à entrer dans la maison par l'avant, et j'ai aussi appelé la police. » François la regarda confus. « Mais comment, toi, Sophie ?» Sophie sourit et sortit un cahier noir de sa veste. « Mathieu t'a lancé le vrai journal, mais pendant que tu distrayais les hommes, j'ai récupéré le journal, et je t'ai donné un vieux cahier que j'ai trouvé dans la maison. Ils ont pris un cahier vierge. » Mathieu rit malgré la douleur. « Tu es plus intelligente que je ne l'imaginais.
Lorsque la police arriva dans la cour, elle trouva François, Sophie et Mathieu, qui les attendaient avec le véritable journal de la mère de Mathieu, en sécurité. Le sergent Mercier fut le premier à sortir de la voiture. « Vous allez bien ? Nous avons reçu 2 appels disant que vous étiez en danger. » François expliqua rapidement ce qui s'était passé pendant que d'autres policiers sortaient pour chercher Rémi et Antoine. « Et le journal ?» demanda le sergent. Mathieu lui tendit le cahier. « Tout est là. 2 ans d'observation de ma mère sur toute l'opération. » Le sergent feuilleta rapidement les pages et siffla doucement. « C'est de l'or. Avec ces informations, nous pouvons démanteler tout le réseau. » François ressentit un énorme soulagement, mais il savait qu'il n'était pas encore complètement en sécurité. « Et les 2 hommes qui ont fui ? Nous allons les arrêter, maintenant que nous avons toutes ces informations. Ce n'est qu'une question de temps. » Le sergent regarda les 3. « Mais vous avez toujours besoin d'aller au gîte sécurisé. En fait, c'est encore plus important maintenant. Lorsque le reste du réseau découvrira qu'ils ont perdu toutes ces informations, ils seront désespérés. » Mathieu s'essuya le sang du nez avec sa manche. « Combien de temps devrons-nous encore nous cacher ? Avec les informations de ce journal, je dirais 2, peut être 3 semaines. Nous allons réussir à arrêter la majorité des impliqués rapidement maintenant que nous savons qui ils sont et où ils se trouvent. » Sophie prit la main de son père. « Alors, ça en vaut la peine. Quelques semaines de désagréments pour mettre fin à ça pour toujours. » François hocha la tête. « Et pour nous assurer que d'autres familles ne vivent pas ce que nous avons vécu. » 1 heure plus tard, ils étaient en route pour le gîte sécurisé, escortés par 2 voitures de police. François conduisait en silence, pensant à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Sa fille avait été victime d'une opération criminelle pendant 2 ans. Il avait été sur le point d'épouser une criminelle, et maintenant, il fuyait des personnes dangereuses qui voulaient leur faire du mal. Mais en même temps, sa fille était libre. Il avait gagné un nouveau fils en Mathieu, et ils avaient réussi à exposer une opération qui avait blessé beaucoup de gens. « Papa », dit Sophie depuis le siège arrière, « tu crois que ça vaut tout ce stress, tout ce danger ? Tu crois que ça vaut la peine pour la vérité ?» François la regarda dans le rétroviseur. « Sophie, il y a 2 jours, je croyais que j'avais une fille handicapée et que j'étais sur le point d'épouser la femme de mes rêves. Aujourd'hui, je sais que ma fille est une jeune femme courageuse et intelligente et que la femme que j'allais épouser est une criminelle dangereuse. » Il fit une pause un instant. « Laquelle des 2 versions préfères-tu que je vive ?» Sophie sourit. « La vraie. Exactement. Toujours la vraie, même si elle est compliquée. » Mathieu, qui était resté silencieux sur le siège passager, parla finalement. « Vous savez qu'après que tout cela soit terminé, je devrais probablement retourner vivre seul, n'est-ce pas? Je suis mineur, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de papier en règle. » François arrêta la voiture sur le bas-côté et regarda Mathieu. « Mathieu, tu crois vraiment qu'après tout ça, je vais te laisser retourner vivre dans la rue ?» Mathieu ne répondit pas. « Écoute bien ce que je vais te dire, » continua François. « Quand cette situation sera résolue, nous allons résoudre ta situation légale. Je vais aussi t'adopter officiellement si tu le souhaites. Tu auras des papiers, tu auras une maison, tu auras une famille, tu auras un avenir. » Mathieu resta silencieux pendant un long moment. Lorsqu'il parla finalement, sa voix était pleine d'émotion. « Monsieur est sérieux ? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Sophie se pencha en avant et toucha l'épaule de Mathieu. « Et tu auras une sœur qui te doit la vie. » Mathieu s'essuya les yeux avec la manche de sa chemise. « Je ne sais pas quoi dire. » François se remit à conduire. « Tu n'as rien à dire, juste à accepter que tu fais partie de cette famille pour toujours maintenant. » Le reste du voyage se déroula dans un silence confortable. Lorsqu'ils arrivèrent au gîte sécurisé, une maison simple mais confortable dans un petit village de l'intérieur, le soleil se couchait. « Bienvenue chez vous temporairement », dit l'officier qui les accueillit à la porte. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin. » François regarda autour de lui dans le salon simple. Il y avait 2 lits jumeaux, un canapé lit, une petite cuisine et une salle de bain. Ce n'était pas luxueux comme sa maison à Lyon, mais c'était sûr, et ils étaient ensemble. « C'est parfait, » dit François. « C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Cette nuit-là, les 3 s'assirent sur le porche de la petite maison regardant les étoiles. C'était une nuit claire, et pour la première fois depuis longtemps, François se sentit en paix. « Papa, » dit Sophie, « tu crois que quand nous rentrerons à la maison, les choses reviendront à la normale ?» François réfléchit à la question. « Je crois que les choses vont être mieux que la normale, » répondit-il, « parce que maintenant, nous connaissons la valeur de la vérité. Nous connaissons la valeur d'être ensemble, et nous savons que nous pouvons affronter n'importe quoi si nous sommes unis. » Mathieu désigna une étoile particulièrement brillante. « Ma mère disait toujours que,
Quand les bonnes personnes s'en allaient, elles se transformaient en étoiles pour continuer à protéger ceux qu'elles aimaient. Ta mère avait raison, dit François, et elle peut être fière. Tu as tenu la promesse que tu lui avais faite. En fait, dit Mathieu, je crois que j'ai fait plus que ce qu'elle avait demandé. Elle m'a demandé d'aider les personnes qui étaient blessées par Valérie. J'ai fini par gagner une famille, Sophie rit. Oui, on dirait que tu as dépassé l'exécution du plan. François regarda les deux jeunes à ses côtés et réalisa que malgré tout ce qu'ils avaient traversé, il ne s'était jamais senti aussi reconnaissant de sa vie. Sa fille était libre. Ils avaient exposé une opération criminelle et il avait gagné un fils dans le processus. En 2 semaines, lorsque la police arrêta finalement tous les impliqués dans le réseau criminel de Valérie, François, Sophie et Mathieu purent rentrer à la maison. La maison semblait différente maintenant, non pas parce que quelque chose avait changé physiquement, mais parce qu'ils étaient des personnes différentes, des personnes qui avaient affronté ensemble une situation terrible. Et ils en étaient sortis plus forts. Mathieu avait maintenant sa propre chambre avec de nouveaux meubles et des vêtements appropriés. Plus important encore, il avait des papiers légaux prouvant que Françoise était son tuteur légal, avec le processus d'adoption en cours. Sophie était redevenue elle-même une adolescente intelligente, drôle, qui adorait discuter de politique avec son père et enseigner à Mathieu les livres qu'elle aimait. Et François avait appris à valoriser chaque moment simple. Dîner en famille, conversation dans le salon, même les discussions sur qui allait faire la vaisselle. 3 mois après le procès, où Valérie fut condamnée à 15 ans de prison et tout son réseau fut démantelé, François reçut un appel inattendu. C'était une jeune femme nommée Hélène, 22 ans. « Monsieur Leclerc, mon nom est Hélène Moreau. Je vous ai vu aux informations parler du cas de Valérie Mendoza. » François s'assit sur le fauteuil du salon. « Oui, je voulais vous remercier, vous et votre famille. Ma sœur cadette a été l'une des victimes de leur réseau. Grâce à votre témoignage, nous avons obtenu justice. Et plus important, ma sœur a reçu un traitement adéquat et est en train de se rétablir. » François sentit des larmes aux yeux. « Comment va-t-elle ? Elle va bien, elle va en thérapie, elle a repris ses études, elle réapprend à faire confiance aux gens. Ça va prendre du temps, mais elle va s'en sortir. Et toi, comment gères-tu tout ça ?» Hélène hésita un instant. « Je vais bien. En fait, j'étudie maintenant le droit. Je veux me spécialiser dans l'aide aux victimes de crimes similaires. Je veux m'assurer que d'autres familles reçoivent l'aide dont elles ont besoin lorsqu'elles traversent cela. » Deason and Family Brain. François sourit. « C'est merveilleux, Hélène. Monsieur Leclerc, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr. Comment avez-vous réussi à pardonner ? Comment avez-vous réussi à avancer sans être en colère ?» François regarda par la fenêtre du salon où il pouvait voir Sophie et Mathieu jouer avec un chat qu'ils avaient adopté la semaine précédente. « Hélène, j'ai appris que la colère est un poids que l'on porte, et j'ai déjà porté assez de poids ces dernières années. Maintenant, je préfère porter la gratitude. La gratitude que ma fille soit vivante et bien portante. La gratitude d'avoir gagné un fils. La gratitude d'avoir réussi à empêcher d'autres familles de vivre ce que nous avons vécu. Et la gratitude d'avoir appris la véritable valeur des choses qui comptent dans la vie. » Hélène resta silencieuse un instant. « Merci, monsieur Leclerc. Cela m'aide beaucoup. » Après que François ait raccroché, Sophie et Mathieu entrèrent dans le salon. « Qui c'était ?» demanda Sophie. François leur raconta l'appel d'Hélène. Mathieu s'assit sur le canapé à côté de François. C'est étrange de penser que notre histoire aide d'autres personnes. Pourquoi étrange ? Parce qu'au milieu de tout, quand cela se passait, on avait l'impression d'être seul, comme si personne d'autre au monde ne comprenait ce que nous traversions. Sophie s'assit de l'autre côté de son père. Mais nous n'étions pas seuls, nous avions l'un l'autre. François les serra tous les deux dans ses bras. Et nous aurons toujours. Quoi qu'il arrive à l'avenir, nous l'affronterons ensemble. Mathieu regarda François et Sophie. Vous savez que vous avez sauvé ma vie, n'est-ce pas ? Non seulement vous m'avez sorti de la rue, mais vous m'avez donné un but. Vous m'avez donné une raison de croire aux bonnes personnes. Mathieu, dit François, c'est toi qui as sauvé notre vie en premier. Et tu nous as appris que le courage n'a rien à voir avec la taille ou l'âge. Il s'agit de faire ce qui est juste, même quand c'est dangereux. Sophie rit. Nous sommes une famille un peu étrange, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Demanda François. Eh bien, un entrepreneur, une adolescente qui a fait semblant d'être handicapée pendant 2 ans et un ancien enfant de la rue qui a fait tomber un réseau criminel. Ce n'est pas exactement une famille traditionnelle. Mathieu sourit. Je préfère ça comme ça. Les familles traditionnelles sont ennuyeuses. François rit. Vous savez ce que j'ai appris avec tout ça ? Quoi ? Que la famille ne consiste pas seulement à partager le sang. Il s'agit de partager des valeurs, de prendre soin les uns des autres,
d'être prêt à faire des sacrifices pour les autres. François regarda Sophie et Mathieu. Vous deux m'avez appris plus sur la famille ces derniers mois que ce que j'ai appris au cours des 40 années précédentes de ma vie. Sophie se leva et se dirigea vers la fenêtre. Papa, je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu te demandes parfois à quoi ressemblerait notre vie si Mathieu ne nous avait jamais trouvés dans le parc ce jour-là? François réfléchit à la question. Parfois, et ça me donne des frissons. Pourquoi? Parce que je me serais probablement marié avec Valérie la semaine suivante. Tu aurais continué à faire semblant d'être handicapé, et je n'aurais jamais su que j'avais perdu 2 ans avec ma vraie fille. Mathieu se leva et s'approcha d'eux à la fenêtre. Et je continuerai probablement à vivre dans la rue sans savoir qu'il existe de bonnes personnes dans le monde. Les trois restèrent silencieux un instant, regardant la rue où tout avait commencé. Vous savez ce que je pense? Dit finalement Sophie. Quoi? Je pense que les choses se passent comme elles doivent se passer. Peut être que toute cette douleur, toute cette peur, toute cette confusion, peut être que tout cela était nécessaire pour que nous nous rencontrions et que nous devenions la famille que nous sommes aujourd'hui. François regarda sa fille avec admiration. Sophie, quand es-tu devenue si sage? Quand j'ai appris que les mensonges font beaucoup plus mal que la vérité, et quand j'ai appris qu'avoir une vraie famille vaut tous les sacrifices. Mathieu hocha la tête. Et quand j'ai appris qu'il y a des gens dans le monde capables de tout faire pour protéger ceux qu'ils aiment, même quand c'est dangereux, même quand c'est difficile. François les serra tous les deux dans ses bras à nouveau. Je vous aime plus que tout au monde. Nous t'aimons aussi, papa, répondit Sophie. Et nous nous aimerons toujours, ajouta Mathieu. Parce que le véritable amour est comme ça. Il ne disparaît pas quand les choses se compliquent. Il devient plus fort. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que tout avait commencé, François s'endormit complètement en paix. Sa famille était en sécurité. La vérité avait prévalu et ils avaient un avenir radieux devant eux. Et dans les années qui suivirent, chaque fois que François regardait Sophie et Mathieu, Sophie obtenant son diplôme en psychologie pour aider d'autres victimes de traumatisme, Mathieu obtenant son diplôme en droit pour travailler avec Hélène à la protection des familles vulnérables, il se souvenait de ce moment dans le parc où un garçon courageux avait changé leur vie pour toujours. La vérité avait été douloureuse à découvrir, mais elle avait été le seul chemin vers la liberté. Et la liberté, François l'avait appris, était le fondement de tout véritable amour. Fin de l'histoire. Eh bien, qu'avez-vous pensé de cette histoire de dépassement et de courage? Croyez-vous que François a pris la bonne décision en faisant confiance à Mathieu? Et Sophie, pensez-vous qu'elle a été courageuse en faisant semblant d'être handicapée pour protéger son père? Racontez-nous dans les commentaires comment vous réagiriez dans cette situation. Votre opinion est très importante et n'oubliez pas de laisser ce j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.